Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rendez-vous économique de la semaine qui vous parle de l'économie qui vous concerne. Le contexte politique change de visage chaque semaine. Hier, le Parlement a désigné Abdelkader Ben Salah président de la République par intérim. Une décision qui passe très mal aux yeux de la population et de la classe politique, une partie en tout cas de la classe politique. Nos invités vont vous dire ce qu'ils pensent de cette nomination. Ils vont également décrypter pour nous la campagne anticorruption menée contre des patrons d'entreprises. Des titres de presse parlent de plus de 500 personnes aux différents profils qui seraient interdits de sortie de territoire. On s'intéresse ce soir aux nombreux hommes d'affaires ciblés par des enquêtes préliminaires relatives à des affaires liées à des faits de corruption et qui figurent parmi cette liste. Leur chute pourrait-elle fragiliser la sphère financière des banques? Que va-t-il advenir de leurs entreprises, de leurs partenaires et de leurs projets aussi? Jusqu'où justice devra être faite sans pour autant décrédibiliser l'appareil judiciaire et, d'autre part, fragiliser la sphère microéconomique. Nos invités vous éclairent sur ces questions. Merci messieurs d'être parmi nous. Monsieur Zenbarka, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Association nationale des finances publiques et professeur à l'université de Tlemcen. J'ai le plaisir de recevoir maître Abdelhak Mellah. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous avez été également magistrat. Vous êtes actuellement à la retraite. Tout à fait. Et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Ouammar Saoudi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes secrétaire national à l'économie et à l'environnement du parti RCD et membre de la commission finances et budget à l'Assemblée. Merci d'être avec nous. Alors, on commence par l'actualité, et l'actualité a commencé par hier, a été marquée par la désignation d'Abdelkader Ben Salah, président par intérim de la République, pour une durée de 90 jours, conformément à l'article 102. Les étudiants hier et les syndicats autonomes aujourd'hui battent le pavé à nouveau. Hier, il y a eu une réaction assez violente, en tout cas face aux manifestants qui étaient majoritairement des étudiants. Ils ont manifesté évidemment contre la désignation d'Abdelkader Ben Salah, qu'ils considèrent être illégitime, n'avoir pas sa place dans cette haute instance de l'État. Comment vous voyez l'évolution de la situation par rapport à cette désignation? Monsieur Zenbarka. Merci pour l'invitation. En effet, nous avions au départ cette crise dans laquelle on est rentré depuis maintenant, depuis le mois de février, et on voit déjà, si vous voulez, avec le vide, l'effacement de l'ancien président, nous avions maintenant réuni les éléments pour remplacer précisément cette présidence. Alors, il y a deux choix qui s'offraient, si vous voulez, devant. Ou bien aller dans le sens du respect de la Constitution et mettre en place ce que prévoit en effet devant ce vide, le remplacement par le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, et c'est la solution qui a été retenue et choisie hier. L'autre solution qui était aussi dans l'air et qui également, dont on parlait beaucoup, en effet, en parallèle, particulièrement la société civile, le mouvement populaire, le mouvement, la population, c'était d'aller vers une solution collégiale, une présidence collégiale, ou bien la désignation tout simplement d'une personnalité pour mener cette période de transition. Qui soit plus représentative. Voilà, c'est cela. Et donc aller un petit peu dans le sens du mouvement populaire qui s'est dégagé depuis le 22 février, contenter en quelque sorte cette masse. Le choix était clair et a été fait hier. Le coup près est tombé. C'est la solution constitutionnelle qui a été retenue et choisie. Bien entendu, ça a créé ce froid, cette douche froide, au sens où ça a surpris plus d'un d'entendre
chef de l'armée, dire et appuyer ce matin, tout à l'heure également dans les communiqués, que c'est dans cette voie-là que la solution à la crise que vit l'Algérie actuellement, on va s'inscrire, qu'on va l'appuyer et on va la pousser jusqu'au bout. C'est cette voie-là qu'on va emprunter et rien d'autre. Oui. Voilà. Alors, cela va bien entendu créer des mécontentements, on va le voir à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, à partir de vendredi, les rencontres habituelles, les marches habituelles du vendredi. Il va y avoir en quelque sorte, si vous voulez, un bras de fer entre les décideurs et la rue. Disons que désormais, le bras de fer semble prendre une autre tournure ou peut-être se renforcer davantage aussi. Tout à fait. Nous avions déjà, si vous voulez, ça commence à monter un petit peu crescendo. En quelque sorte, on va passer d'une phase de calme, d'observation, à une phase un petit peu de, je dirais pas d'animosité, mais c'est là que les choix commencent à se clarifier, à se faire, et il va y avoir bien entendu des mécontents et qui vont le faire savoir d'une façon si vous voulez, brutale, d'une façon brutale au sens où ils vont le faire d'une façon claire, ils vont s'exprimer, ils vont le dire, ils vont s'opposer à ce choix, mais il va y avoir aussi de l'autre côté le pouvoir qui va dire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci qu'on vient de prendre. Oui, oui. Et le bras de fer est là. Et le bras de fer est là. Maître Abdelhak Mellah. Merci madame, je crois que le minimum de lucidité et d'honnêteté politique impose de reconnaître que le peuple est là depuis le 22. Il s'est prononcé carrément, nettement, fortement et franchement pour un changement de système et qu'il n'est plus possible de sauver le système par des réformes, quelle que soit leur nature. À partir de là, la solution ne peut être que politique. Elle doit être en dehors de la Constitution actuelle, qui est l'œuvre qui est faite par le régime. Amendé par l'ancien président. Absolument. Et qui est faite donc sans consultation réellement populaire. Donc le bon sens, je crois, aujourd'hui, et de ne pas trop se noyer dans des considérations tout à fait constitutionnalistes, j'allais dire, mais plutôt de chercher les compromis possibles politiques. Des compromis possibles qui pourront nous réduire la facture de cette transition que tout le monde souhaite, je veux dire la majorité du peuple algérien souhaite, même si une minorité peut-être voit en ce passage, en ce changement révolutionnaire, j'allais dire majeur, un risque pour leurs intérêts. Je crois que là, on doit négocier tout simplement un nouveau contrat social dans lequel tout le monde doit se reconnaître. Mais aujourd'hui, la solution politique n'a pas face à elle un contact, ne serait-ce qu'entre politiques interposés. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de, on va dire, ne serait-ce que de communication pour essayer d'aller vers un autre choix que celui constitutionnel, en tout cas avant que le couperet ne tombe, puisque voilà, il est déjà tombé au moment où le chef d'état-major a décidé que ce serait uniquement l'article 102 qui allait faire valoir la transition. Absolument. Je crois que donc la décision d'hier, ce qui s'est passé, va compliquer plutôt la situation. Elle va la rendre plus compliquée, mais la solution, je crois, elle est inévitable. On doit aller vers un compromis majeur. Monsieur Saoudi Ouammar, votre point de vue par rapport à ce bras de fer, comme le disaient Zine Barka et Maître Mellah, est-ce qu'il est en train de se durcir de manière dangereuse ou bien est-ce qu'il y a encore moyen d'espérer qu'il y ait un consensus entre la voix du peuple et celui du pouvoir? Merci encore une fois pour l'invitation. Moi, bien sûr qu'il y a toujours, il faut toujours espérer qu'il y ait une voie consensuelle qui nous sort de cette crise. Mais pas qu'uniquement nous sortir de cette crise en termes de colmatage. Il faut que ce soit une issue qui est un vrai départ pour mettre la mise au point ou la mise en œuvre d'instruments démocratiques. Maintenant, moi je pense qu'il faut condamner quand même la violence d'hier contre les manifestants.
Parce que je crois que depuis le 22 février, tous les manifestants et toutes les manifestations se sont déroulées dans le calme, elles étaient pacifiques. Donc vraiment, recourir ou tenter de recourir à la répression, c'est véritablement la mauvaise solution. Ceci étant dit, et maintenant, pour ne pas rabâcher des lieux communs, je pense qu'il y a deux remarques à faire sur cette question. Premièrement, je pense que le refus du personnel politique donc, qui est très marqué par rapport au système, y compris Ben Salah, je pense qu'il y a déjà quelques semaines, toutes les manifestations ont rejeté en tout cas cette figure. En fait, cette figure, moi, je ne voudrais pas m'acharner sur une personne. Le problème n'est pas véritablement un problème de personne. C'est-à-dire qu'en fait, en disant, par exemple, on ne veut pas Bouy, on ne veut pas Ben Salah, on ne veut pas Blaise. C'est ça, moi, je participe aux manifestations, c'est ce que j'entends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce formalisme, comme disait le maître, ce formalisme, en fait, c'est un formalisme constitutionnel qui est dépassé, totalement dépassé. La Constitution, lorsque l'ancien chef de l'État a reporté les élections, c'était anticonstitutionnel. Donc, le problème, la voie est dangereuse. Je vais vous dire pourquoi la voie est dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, voilà, on impose cette histoire d'article 102. Tout en sachant que notre Constitution, sans parler de sa légitimité, mais en tout cas, elle est présidentialiste. C'est-à-dire que sans le président, rien ne peut marcher. Tous les pouvoirs sont concentrés autour du président. Donc maintenant, on impose l'article 102. Et ben, les populations refusent ces figures. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il faudra... On ne va pas aller vers une confrontation. Donc, il faudra, à ce moment-là, que le pouvoir de fait, parce qu'il y a un pouvoir de fait aujourd'hui, et on va revenir par exemple, tout à l'heure, il faut que ce pouvoir de fait intervienne toujours. Alors maintenant, et je pense que les populations ne vont pas rentrer dans la rue, tant que M. Ben Salah est là, pas en tant que personne, je le disais bien, en tant que choix de solution. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dire, non, c'est plus, il faut changer, etc. Donc, par contre, il y a des propositions. Donc, moi, j'ai lu la presse, il y a des propositions de partis politiques, mais y compris de beaucoup d'experts. De mouvements associatifs, de la société civile également, qui est en train d'émerger ou de faire émerger. Il y a des plateformes, par exemple, nous, je ne vais pas mettre en avant notre plateforme, mais on a fait une proposition c'est une proposition à débat. Et il y a d'autres propositions. Maintenant, mais aujourd'hui, justement, le dégagisme touche aussi les partis politiques. Évidemment, je ne sais plus pas, notamment le Rassemblement pour le changement de la démocratie, mais les partis politiques de l'opposition de manière générale. Et ce dégagisme... Mais on est d'accord. Écoutez, le dégagisme doit toucher les partis politiques. Pourquoi? Dans cette phase de transition, pour nous, les partis politiques qui sont par nature en compétition pour le pouvoir ne doivent pas gérer cette période de transition. Cette période de transition doit être gérée par la société civile mobilisée. Par exemple, le corps des magistrats peut élire un représentant à la haute instance. Le corps des professeurs d'université, parce qu'ils sont engagés dans ce mouvement, peut élire, par exemple, une personnalité... Les corporations professionnelles aussi peuvent également... Oui, et les syndicats autonomes aussi, qui sont partie prenante. En fait, le problème, vous avez posé une question tout à l'heure, vous avez raison, les discussions. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des discussions. Maintenant, je vous dis qu'il y a un pouvoir de fait. Bon, pour ne pas aller... C'est à lui de prendre les contacts nécessaires. Et si véritablement la volonté politique, parce que tout le problème c'est la volonté politique, si la volonté politique existe pour mener une transition apaisée, autonome, et qui fasse le moins de dégâts possibles sur le plan économique et social, alors, les solutions existent. Justement, par rapport à cette affirmation, elle a été encore une fois prononcée par la voix du chef d'état-major qui aujourd'hui était à sa 3e journée de visite dans la 2e région militaire. Alors, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a émis un discours à l'issue de cette visite et entre autres points, cet aspect qui dit que les volets socio-économiques qui est en train de s'aggraver en Algérie, c'est ce que dit le chef d'état-major, il dit que les situations économiques sont en train de s'aggraver, que les positions
obstinés et des revendications irréalisables, c'est ce qui est dit dans ce discours, persiste, ce qui reflète négativement sur les postes de travail, sur le pouvoir d'achat, sur le citoyen. Comprendre par cela que si l'on s'obstine à vouloir prôner la théorie, la volonté de dégager tout le monde, cela va affecter négativement l'économie et donc va rendre la transition encore plus douloureuse. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de se dire que le chef d'état-major nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'opter pour celle de l'article 102. C'est ce qu'il faut comprendre, Zine Barkar. Oui, je crois que je vais dans ce sens-là. L'interprétation de la déclaration du général s'inscrit dans cette optique-là. Il attire l'attention, d'ailleurs d'une façon à mon sens tout à fait claire, parce que ce sont les conséquences de ce mouvement dans lequel on est installé maintenant depuis le 22 février. Politiquement, on a du mal à... Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière pour dire que, si vous voulez, à mon sens, ce qui dérange la population actuellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est bien la figure de Ben Salah, parce que s'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, sur lequel il y avait peut-être un consensus dont on connaît très bien le parcours. Quand vous dites quelqu'un d'autre, c'est un membre du Sénat, quelqu'un qui ne soit pas du tiers présidentiel. Voilà, tout à fait. Excusez-moi, à partir du moment où vous restez dans la Constitution, comme vous le dites, vous ne pouvez pas avoir d'autres figures. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas. La Constitution. Et dans l'émanation, c'est le prolongement de du système. C'est la figure même. Il était attendu qu'il dépose sa démission. Il était attendu. Voilà, tout à fait. Alors que là, ça aurait beaucoup adouci. C'est des manœuvres. Ce n'est plus une sortie de crise, c'est des manœuvres. On enlève ça, on lui dit de partir, et l'autre. Non, vous savez. On peut désamorcer la bombe. Excusez-moi de vous couper la parole. C'est la dernière fois, et c'est la première fois. Écoutez, moi je pense, et où on reste dans la Constitution, oui, où on va vers une solution politique. On voit qu'on ne peut pas rester dans la Constitution. Si on reste dans la Constitution, ce n'est pas parce que M. Ben Salah gêne. Non, moi je suis désolé, toutes les figures du système gênent. Toutes les figures du système gênent. Si vous restez dans la Constitution, c'est comme ça. Alors, et je rebondis, je termine. En fait, le problème, qui est en train de perdre du temps? Qui est en train de perdre du temps? Quand le général Gaïd dit on perd du temps, c'est eux qui perdent du temps en essayant successivement d'imposer de faire ça ou de faire ça, alors que tout le monde dit qu'il faut aller vite vers une transition pilotée par la société civile et non pas par les anciens du système. C'est une période d'observation dans laquelle on se trouve. Bon, apparemment, les choix maintenant sont clairs, ont été faits depuis hier. Et on se dirige vers cela. Et ce que dit le général Gaïd Salah, là, si vous voulez, il attire l'attention sur les conséquences de ce mouvement. S'il venait à durer, à s'inscrire dans le temps, semaine après semaine, que ça allait avoir des conséquences dramatiques sur l'économie, sur la société en général. Parce qu'attention, le monde des affaires est impacté d'une façon ou d'une autre par ces événements-là. Les conséquences sur la marge, sur le fonctionnement des entreprises économiques, ce sont des chefs d'entreprise qui sont concernés. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'accusation, si vous voulez. Le patron des patrons, ou l'ex-patron des patrons, le chef du FCE, si vous voulez, il a été arrêté et mis en prison uniquement sur des faits qui n'ont rien à voir avec le comportement économique. On va revenir dessus tout à l'heure, Djenbaka, justement, par rapport à cela, par rapport justement à ces hommes d'affaires qui sont dans le viseur. C'est un peu le thème de cette émission. Et avant d'y arriver, je voudrais entendre le point de vue de Maître Melleh par rapport à cette déclaration du chef d'état-major qui dit que si l'on s'obstine, voilà, en gros, et si l'on a ces revendications qu'il dit être irréalisables, c'est une persistance dangereuse pour la sphère économique. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Je crois, madame, qu'il faut se rendre à l'évidence. Quand vous avez 10 millions, 18 millions, 20 millions qui sont dans la rue, rien ne sera plus comme avant. On est devant une révolution. On est en train de vivre des moments révolutionnaires. Justement, le minimum toujours de lucidité implique qu'on écoute ce peuple, qu'on essaye de décoder ce qu'il veut dire. Je crois que c'est clair, elle s'est prononcée. On ne veut plus de ce système. Ce dégagisme, il est aussi en même temps rationnel.
il n'est pas visé contre des personnes. Non, il suffit de lire les pancartes qui sont affichées. Bah, elle cite les gens. Elle cite des gens, oui, mais des symboles, oui. C'est des gens qui ont pendant longtemps symbolisé la face honnie, la face, j'allais dire, sombre de ce système. Oui. Ces gens-là doivent partir. Le minimum de respect qu'on doit à ce peuple, ils doivent partir. Le minimum de morale et de morale politique impose qu'ils partent immédiatement. Donc, ce peuple, il est contre certaines personnes qui ont symbolisé ce système, et il est contre certaines pratiques, et il est contre une certaine culture de ce système. Là, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord qu'il y a urgence. Et que ce peuple aussi, il a atteint une certaine maturité pour se rendre compte lui-même, sans qu'on le lui dise, qu'il y a urgence. On est pressé, mais il ne faut pas que l'urgence, ni les menaces externes aussi, soient un argument pour faire taire, pour faire reporter les aspirations profondes du peuple. Le spectre de la crise économique, vous pensez que ce sont des menaces qui ne sont pas fondées et évidemment, on a compris votre point de vue par rapport à la nécessaire transition en profondeur, mais comment voyez-vous justement, parallèlement à cela, une situation économique qui va fatalement impacter les Algériens? Je crois qu'il y a autant de menaces, de risques, de périls, de différents ordres économiques, sociaux, politiques, oui, que d'espérance aussi. C'est un moment aussi de grand espoir. Je crois qu'il est raisonnable, oui, la raison nous recommande aujourd'hui de faire la meilleure transition possible, la moins coûteuse, économiquement, humainement, politiquement. Donc il appartient aux détenteurs du pouvoir réel, là je réponds à votre question, de montrer réellement qu'ils sont soucieux, qu'ils sont conscients de l'urgence du moment et qu'ils doivent rechercher, jeter des ponts de dialogue avec les vrais représentants de ce peuple, sans se cacher derrière un constitutionnalisme, j'allais dire un certain évangélisme constitutionnel. Nous sommes à 20 minutes de l'émission et avant d'entamer ou de rentrer dans le plat de pied dans le thème des hommes d'affaires qui sont dans le viseur, encore une question pour vous, messieurs. En quoi la légitimité des futurs dirigeants est-elle importante pour l'économie nationale ou pour les mesures économiques qui devront être faites lorsqu'on sait, et on en parle souvent sur ce plateau, la situation économique et financière très difficile, très dangereuse dans laquelle nous sommes? En quoi la légitimité des futurs dirigeants est-elle importante? Monsieur Ouammar Saoudi. Oui, madame, moi, je n'ai pas réagi par rapport à, la déclaration de M. Gued Salah. Oui. Donc, je voudrais dire deux mots. Allez-y. Précisément, dans ce moment, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. À quel titre M. Gued Salah intervient aujourd'hui? À quel titre? Au titre de chef d'état-major. Chef d'état-major, il y a un gouvernement. Le chef d'état-major ne fait pas de la politique. Donc, bon, je ne vais pas aller plus loin. Oui, la confusion, ce n'est pas bon. Il y a un gouvernement. Il n'est pas reconnu, il est illégitime. Bon, le problème n'est pas là. Mais en tout cas, ceux qui font de la politique, c'est à eux que reviennent les décisions politiques et les adresses politiques. Maintenant, lorsque M. Gued Salah fait un papier comme ça, c'est un papier politique. C'est un papier. Voilà. Aujourd'hui, qui a la légitimité suffisante pour parler aux Algériens? Aujourd'hui, les tenants du pouvoir, justement, on revient. N'ont aucune crédibilité aux yeux du peuple algérien. C'est la bonne question. Alors, oui, c'est la très bonne question. Voilà, j'ai trouvé la bonne question. Oui, non, vous l'avez dit tout à l'heure en réalité. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le problème, c'est qui perd du temps pour aller vers la transition? Qui perd du temps? C'est le système qui veut perdre du temps. En trouvant à chaque fois. Moi, je vais vous rappeler. Premièrement, on annule les élections. Deuxièmement, on fait une lettre pour une conférence nationale. Troisièmement, on dit on n'est pas candidat. Quatrièmement, il faut l'article 102. Il faut une semaine pour que l'article 102 soit la démission. Ensuite, depuis le 22 février, il s'est passé combien? En vérité, il aurait suffi de 2 semaines, la marche du 22, celle du 1er et celle du 8, qui était grandiose, pour que le système prenne acte. Et on passe à autre chose. Donc c'est eux qui perdent du temps. Oui. Voilà le problème. C'est-à-dire que
c'est-à-dire le Chab, je parle Chab. Oui. Donc aujourd'hui, il est urgent d'aller sérieusement vers une transition, j'allais dire sérieuse. Et ce que propose aujourd'hui le chef d'état-major, puisque de fait, il a pris le relais, par exemple, sur ces questions-là. Et c'est pas bon, moi je pense que c'est pas bon pour nous, pour tout le pays. Donc il faut aller rapidement vers une transition, on est d'accord sur ça. Mais ce n'est pas les gens qui sortent dans la rue, ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas nous tous qui perdons du temps. Mais l'urgence, absolument, il y a une véritable urgence. Mais moi, la première chose, excusez-moi, je termine, la première chose que j'ai lue, bon, j'ai dit, en tout cas de ma culture politique, je suis dans un parti politique, j'ai appris à militer depuis l'âge de 20 ans. Moi, la première chose que je dis, à quel titre moi, je pense, je ne suis pas quelqu'un qui parle à n'importe pièce, mais ça peut constituer des dérives successives qui vont compliquer la sortie de crise, alors qu'aujourd'hui, il faut des mesures d'apaisement pour... Vous avez réagi par rapport à la déclaration de Gaïd Salah. Vous avez également en partie répondu à ma question, celle qui consiste à dire quelle légitimité... Voilà, allez-y, juste avant de passer peut-être à la prochaine question que j'anticipe, je connais pas la teneur, mais par rapport à la déclaration qui a été lue tout à l'heure. Moi, je suis un petit peu frappé parce qu'on nous dit que, etc., on est inquiet, qu'on est en train de perdre du temps, qu'il faut aller très vite, la situation, et il y a urgence à trouver à aller vers l'économique parce que ça va impacter négativement la vie du pays. Mais ça ne date pas depuis le 22 février. On est tous d'accord, ça date depuis quand même des années, que sous le président, l'ancien président, que la vie économique, les décisions également au niveau des grandes institutions sont gênées, sont retardées, les grandes décisions, si vous voulez, les décisions et tout cela. Ça traîne, on attendait toujours quelqu'un un petit peu parce qu'on ne le voyait pas, il ne se manifestait pas, il y avait un vide, il y avait une attente et donc l'économique a énormément souffert de cette non-prise de décision, on va dire. Ça date déjà depuis plusieurs années, c'est pas uniquement sans parler des mauvais virages qu'on a dû prendre récemment, la Banque centrale qui émet un communiqué qui dit que les cadres de la Banque centrale, qui sont sûrement des gens, comment dire, qui sont qualité, qui ont finalement dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la création monétaire. Ça trahit un mal profond, effectivement, qui existe depuis longtemps. Qui existe depuis très longtemps, en effet, parce que, si vous voulez, cette idée, ça a été un petit peu la goutte qui fait déborder le vase, d'aller, en quelque sorte, de sortir une imprimante et de se mettre à imprimer des billets et à distribuer à droite et à gauche. Tu en as besoin, voilà que je t'en donne, tu en as besoin, voilà, etc., etc. Pour combler les déficits, pour combler les besoins, pour justement calmer la population, tout cela. On a voulu un petit peu, si vous voulez, corrompre d'une façon ou d'une autre, d'une façon tacite peut-être. Acheter la paix sociale. Acheter la paix sociale, acheter le silence, je dirais, la complaisance de la population. Oui, à part que la voix du peuple a et voilà, ça se retourne, si vous voulez, c'est comme un boomerang, ça se retourne contre le pouvoir actuellement. Ce qu'on fait, c'est tout à fait non orthodoxe, si vous voulez. Alors justement, on avance dans le débat et je reviens encore une fois, si vous le permettez, au communiqué émis par le ministère de la Défense nationale et qui donc évoque les mots de Gaïd Salah. Et la question est pour vous, Maître Mellah. Alors, des poursuites judiciaires contre toute la bande impliquée dans les affaires de détournement des fonds publics et d'abus de pouvoir pour s'enrichir illégalement. Voilà le contexte que décrit le chef d'état-major. Il dit que ces poursuites judiciaires doivent se faire. Elles doivent se faire dans la transparence. Il dit que la justice est libérée à présent de son carcan. Il dit que ces affaires judiciaires devront être traitées correctement. Et il cite que l'opinion publique est en train de... Il rassure plutôt l'opinion publique et il dit que ces questions s'étendront sur tous les dossiers précédents, donc pas seulement les affaires en cours. Il cite l'affaire El Khalifa,
qu'on a cru enterrée est morte. Il cite l'affaire de Sonatrach. Il cite également l'affaire du boucher, l'affaire qui concerne Monsieur Chiri, qui est donc actuellement incarcéré pour plusieurs chefs d'inculpation. Ces dossiers relatifs à la corruption qui ont occasionné des pertes considérables au Trésor public, dit le chef d'état-major. Quel est votre sentiment par rapport à cet étalage exceptionnel, pour le coup, venant du chef d'état-major qui cite les affaires de corruption qui vont être jugées? Comment vous le voyez, Maître Mellah? Sincèrement, madame, je crois que quand il s'agit de liberté, quand il s'agit de justice, je crois qu'il faut garder quand même, il faut savoir raison garder. On a vécu des opérations main propre depuis les années 60, la déboumédianisation pendant les années 80, la fameuse opération mauvaise gestion, et puis l'affaire des cadres pendant les années 90. Donc je crois qu'on est suffisamment, j'allais dire, renseigné pour ne pas commettre encore une autre opération qui risque de faire des dégâts monstres sur des personnes, sur une certaine élite, sur nos managers, en même temps sur l'économie nationale. Donc je crois que c'est vrai, il y a un besoin. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un besoin en termes de justice. Je suis tout à fait d'accord que ce pays a été gouverné par des voleurs, vous m'excusez l'expression, pendant des années. C'est vrai que la justice qui devait poursuivre ces gens-là, appliquer la loi dans toute sa rigueur, était ligotée, avait les mains liées et qu'elle ne pouvait pas remplir sa mission convenablement. Vous parlez au passé, au passé. Mullah, et donc, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été magistrat avant de prendre votre retraite. Tout à fait, absolument. Et j'en ai vécu de l'intérieur et j'en ai souffert. Donc aujourd'hui, s'il faut vraiment faire quelque chose de très sensé, je crois que d'abord, il faut dire que la justice, elle n'est pas encore libérée. Qu'est-ce qui a changé depuis le 22 ? On a le même statut, les mêmes magistrats, la même organisation, les mêmes magistrats à la même place. Preuve. Et les ordres, Maître Mellah, est-ce que les ordres viennent d'une source différente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a lieu de penser ça? J'allais vous démontrer qu'après le 22, il y a un magistrat, Sidi Mohamed, qui voulait appliquer la loi, qui a refusé d'exécuter les instructions qu'on lui a données. Il a été électo presto, déchargé de ses fonctions. On lui a retiré les dossiers qu'il avait entre les mains. Des dossiers de? Des dossiers de poursuite pénale contre les manifestants, justement. Ah, contre les manifestants. Voilà. Donc, je crois qu'il faut aller vers une justice de transition aussi. Et la première mesure consiste à lever la main, à interdire toute ingérence de la chancellerie, de l'administration centrale, dans le fonctionnement de la justice pénale et civile, dans le fonctionnement des juridictions, qu'elles fonctionnent d'une manière autonome, telle que stipulée par la loi et par la Constitution. Que les parquetiers s'autosaisissent, aient ce droit de s'autosaisir dès qu'un fait pénal est porté à leur connaissance. Il faut amender la loi anticorruption dans ce cas-là, la loi 0601. Aussi, la loi anticorruption, aussi dans son de 2006, une modification bizarre. On a lié les mains des parquetiers. On ne pouvait plus poursuivre s'il n'y a pas une plainte préalable du conseil d'administration. C'est comme si on dit aux voleurs, est-ce que vous permettez que je vous poursuive? La loi de 2006. De 2006. La loi 0601. C'est la loi sur le plan. Oui. Ah oui, et puis, de 1, de 2. C'est terrible. Tous les faits de détournement, de délapidation, ainsi de suite, étaient qualifiés comme simple délit. Il n'était pas passible de la cour d'assises, du tribunal criminel. Il n'était pas passible des sanctions les plus lourdes, aussi graves soient les montants détournés ou délapidés. C'est ce qui explique aujourd'hui que voilà, l'affaire Le Khalifa, l'affaire Sonatrach aussi, je rappelle que c'est une affaire qui a touché à plusieurs niveaux le directoire de la Sonatrach, de la Compagnie nationale de pétrole, n'ont pas été jusqu'au bout. Ce sont des affaires qui n'ont pas été menées jusqu'au bout, que les vrais acteurs n'ont pas été finalement poursuivis et jugés.
D'abord, une observation préliminaire. Les affaires que vous avez citées n'ont pas été portées à la justice qu'après leur déclenchement à l'extérieur du pays. Je parle de la France et de l'Italie. Il a fallu que des affaires soient ouvertes là-bas pour qu'on décide enfin à ouvrir des informations judiciaires concernant ces mêmes faits. De une. De deux, tout le monde sait que ces affaires ont été gérées, il faut le dire, par une administration centrale. Il n'y avait pas une gestion autonome par des juges. Il n'y avait pas que la loi et uniquement la loi. Il y avait surtout les orientations du ministère, les instructions, même écrites. Et puisque vous avez parlé de ces affaires, tout le monde se pose la question concernant l'agence de l'Khalifa de l'Qulea. Pourquoi on n'a pas voulu jeter la lumière sur ce qui s'est passé là? Je crois que la personne impliquée, c'est le moment, il est président du Conseil constitutionnel, quel que soit son rang, il doit rendre des comptes aussi. Je parle de Sonatrach. Il y a un mandat d'arrêt. Il y a un procureur général qui a fait une conférence de presse, qui a relaté les faits, les procédures, et il a fait part à l'opinion publique qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui est lancé contre Chekib Khalil. Et bien, M. Chekib Khalil, il est rentré par la grande porte et il a fait sa grande tournée des Zaouïas de la République. Après ces mots, il est difficile de reprendre la parole, Maître Mlah. Ça ne peut pas être un dialogue. Excusez-moi. Oui, votre point de vue sur la question, Monsieur Saoudi. L'éclaircissement de Maître Mlah est extraordinaire. Oui, et le temps de parole était un peu plus long parce que je pense qu'il est le mieux placé pour parler de ces affaires-là. Oui, sur la question de la justice, mais bien sûr qu'il est le mieux placé. Je n'ajouterai aucun mot. Et je crois qu'il a magistralement dit que la justice... Il n'y a rien de changé par rapport à la désignation des magistrats, par rapport à l'avancement, par rapport à tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, moi je dis, bien sûr qu'il y a beaucoup d'affaires qu'il faudra élucider. L'affaire Khalifa, l'affaire Sonatrach, comment on appelle ça, l'autorité Est-Ouest, tout ça par rapport au Trésor public. Il y a d'autres demandes, y compris individuelles. Sur, comment dirais-je, sur la Hougra, sur un certain nombre de choses qui ne sont pas claires. Mais ça viendra, comme l'a dit Maître, mettre en place une justice transitionnelle, dans laquelle, évidemment, tous ces délits-là, qui ne sont pas, je ne parle pas du trésor public, un certain nombre de délais, d'atteintes, etc., peuvent trouver la voie dans cette justice transitionnelle, et d'autres ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une justice indépendante. En tout cas, pas dans le cadre de cette justice. Alors la question qui se pose sur Khalifa, est-ce qu'aujourd'hui, que demande le peuple, comme dirait l'autre? Il ne demande pas à juger Khalifa maintenant, bien sûr qu'il faudra réouvrir. Il demande à une transition à travers laquelle il construit précisément une justice indépendante. Et bien sûr que ces juges-là indépendants vont prendre les dossiers, etc. Je conclus rapidement, parce qu'aujourd'hui, si on avait la volonté politique d'aller vers ça, une instance indépendante, par exemple, de transition, quelle est la première chose qu'elle va faire? Elle ne va pas nommer, par exemple, un ministre des Finances qui vient de la banque. Non. Et c'est-à-dire qu'il faudra, par exemple, ce secteur sensible, ça veut dire que, et vous êtes mieux placé que moi pour parler, ça veut dire que cette équipe, il y a des experts algériens. Il y a des experts algériens qui sont ici, qui sont à l'étranger, c'est-à-dire qu'il faudra prendre les mesures conservatoires pour parer déjà au plus pressé. Je ne parle pas de la justice. C'est-à-dire qu'il faudra des mesures conservatoires pour parer au plus pressé. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la presse. On nous dit par exemple que le Premier ministre a instruit la Banque d'Algérie. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, le problème n'est pas là. Et d'autres choses. Donc, ces questions-là, par exemple, financières, d'abord, il faut mettre le garrot. Qui peut mettre le garrot? Justement. Celui qui est impliqué déjà dans cette gestion, il ne peut pas mettre le garrot.
On ne peut pas mettre Garo. Il faut renouveler et il faut que la transition ne soit pas... Et là, je suis d'accord, rapidement, il faudra effectivement une instance indépendante qui puisse faire toutes ces choses-là, y compris sur la question de la justice. Donc, lancer le chantier, ouvrir le débat. Aujourd'hui, on a compris à travers vos propos que pour que la justice soit libre, il y a plusieurs préalables. Doit-on considérer que ce qui a été fait jusqu'à présent, la seule chose qui a été faite, il faut le dire, c'est l'incarcération de Ali Haddad, patron d'entreprise, ancien patron du FCE. Il a été incarcéré de manière, selon son avocat, Maître Khaled Bourayou, de manière abusive, puisqu'il a été incarcéré parce qu'il avait 2 passeports et 5 000 €. Donc, aux frontières. Aujourd'hui, est-ce que cette incarcération, si tenté il est aujourd'hui en prison, a-t-elle été faite simplement pour calmer la voix du peuple, pour dire voilà, on a donné en quelque sorte en pâture, voilà, permettez-moi le terme, cette personne qui était une icône du système de corruption, de ces familles politico-industrielles qui ont énormément profité de la rente, Zine Barka. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'assister à des manœuvres qui ne sont pas légales, qui touchent des patrons d'entreprises? Moi, je crois que c'est extrêmement grave, en effet, ces accusations qui, au départ, si vous voulez, sont parties sur des faits qui ne sont pas du tout reliés à l'économique. Bien sûr, détenir 2 passeports, ça n'arrive jamais à quelqu'un d'ordinaire de détenir 2 passeports, 2 permis de conduire, ou bien, je ne sais pas, une somme d'argent colossale, ou bien, c'est quand même modéré. Par rapport à la personne, c'est relatif. C'est relatif, peanuts, bien entendu. On est d'accord. Tout à fait. Mais si vous voulez, à mon sens, il fait un petit peu les frais, en quelque sorte, ce personnage qu'on a trouvé, qu'on veut sacrifier sur l'autel pour un petit peu calmer les esprits, tout simplement. C'est l'arbre qui cache la forêt, incontestablement. Pour l'instant, la justice n'a pas ouvert le dossier. On ne sait pas très bien les comptes, on ne les a pas regardés, on ne les a pas audités, on ne sait pas à quel niveau se situe la fraude, les surfacturations, les fautes qu'on peut lui reprocher, qui peuvent l'amener en effet devant le juge et répondre de ces actes, ces malfaçons et de cette malversation de l'argent qu'il a utilisé d'une façon malhonnête. Sa relation également pour les transferts de fonds à l'étranger, comment ça a été opéré. On ne sait rien. Tout ça est un dossier qui reste entre les mains, si vous voulez, ses mains. Il faut que et l'opacité sur les comptes publics rend la chose encore plus difficile. Et plus difficile, tout à fait. À mon sens, cette action-là qui a visé qu'un nombre limité, vous avez tout à l'heure annoncé vous avez avancé le nombre, bon, ça paraît impressionnant, mais l'Algérie recèle quand même de capitaines d'industrie, ils sont beaucoup plus nombreux et qui manient, si vous voulez, des grosses fortunes, des grosses sommes. Et ils ne sont pas tous corrompus. Et ils ne sont pas tous corrompus. Ils ne sont pas touchés. Tous ne sont pas affichés sur la liste d'interdiction de sortie du territoire national. Attention, mais cette désignation ou bien ce comportement risque d'impacter négativement le monde des affaires, le monde de l'économie. Ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, ça va toucher le climat des affaires. Déjà qu'il est morose depuis quelques années, on va encore le rendre délétère, on va le rendre encore plus... davantage, si vous voulez, dans le noir. Et c'est de nature, bien entendu, à porter atteinte, que ce soit sur les activités. Attention, les activités, il y a quand même de l'emploi qui s'est créé, une richesse également par ces chefs d'entreprise, par ces manias de l'argent. Ils participent, ils payent des impôts. Enfin,
Ils peuvent payer des impôts. Ils payent, j'imagine, des impôts, ou une part des impôts. On ne sait pas très bien. On ne va pas les accuser comme cela. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fraude et d'évasion fiscale à ce niveau-là, bien entendu. Mais ils sont là. Alors, aujourd'hui, il y a lieu de s'inquiéter sur l'issue de ces enquêtes de corruption qui touchent un certain nombre d'hommes d'affaires. Je rappelle que le nombre qu'on a cité au départ est un nombre qui est mis au conditionnel. Certaines sources médiatiques, généralement bien informées, ont parlé de plusieurs centaines d'ISTN, d'interdiction de sortie de territoire. Mais pour ce qui est des hommes d'affaires, on ne sait pas réellement combien sont touchés. Demain, Maître Mleh, est-ce qu'on peut s'attendre à une saignée par rapport à ces entreprises-là lorsqu'on ne sait pas réellement l'issue de ces enquêtes? Est-ce que les entreprises risquent d'être fermées? Est-ce que c'est des travailleurs risquent d'être aussi mis au chômage? Demain, est-ce que la justice, pensez-vous qu'elle pourra garantir des procès équitables? Justement, j'allais rappeler tout simplement que le monde des affaires, il a besoin essentiellement de sécurité juridique. Il a besoin de transparence, de lois claires, pérennes, qui ne changent pas et qui ne changent pas au gré du moment. Oui. Donc, c'est pour cela que je disais que tout ce qui est opération Hamla est contraire à une bonne administration de l'économie et à une bonne administration de la justice elle-même. Vous pensez qu'en ce moment, nous sommes dans une campagne anti-patron? Je n'ai aucune sympathie pour le personnage, je tiens à le dire, mais toujours est-il, on a l'impression, la nette impression qu'il a été ciblé, que c'est une arrestation très ciblée, très sélective. Donc on l'arrête, puis on verra. Donc on risque d'avoir une vague d'arrestations comme ça, et on risque de passer à côté de l'essentiel. Des arrestations qui pourraient intervenir avant les jugements. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Vous savez, la justice, c'est tout à fait, c'est une machine qui commence par des investigations, des arrestations, des poursuites, des jugements, au final. Donc, faisons attention. L'essentiel, je crois que si on revient à la justice de transition qui est un besoin, d'abord, il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. Rajoutons de la transparence à notre économie. Libérons la presse pour qu'elle dévoile ce qu'il faut dévoiler. Appliquons la loi. Je prends à titre d'exemple la loi relative à l'obligation de déclaration du patrimoine. Pendant 20 ans, même actuellement, j'attends aussi la déclaration des nouveaux responsables. J'espère qu'ils vont déclarer leurs biens et sincèrement aussi. Il faut réhabiliter des organes de contrôle et en premier lieu, la Cour des comptes qui a été marginalisée pendant plus de 20 ans. Un même président qui est là depuis, je crois, 30 ans à peu près. Oui. Un premier président de la Cour. Que personne ne connaît du reste. Je fais une émission économique depuis 5 ans, je suis incapable de vous dire son nom. Parce que quand on fait rien. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est une instance qui a un contact direct avec la présidence, mais qui n'est pas très communicante. Un organe de contrôle constitutionnel qui est là pour contrôler les comptes publics. Oui. Donc qui est marginalisé comme si elle n'existait pas. Oui. Oui, allez-y, Monsieur Saoudi. Mais justement sur la question, vous avez posé la question sur l'arrestation d'Al Haddad. Bon, d'abord, il n'est pas illégal d'avoir 2 passeports algériens. Il n'est pas illégal. Beaucoup d'hommes d'affaires ont 2 passeports. Ce n'est pas un trafic. C'est la Daïra. Ils peuvent avoir 2 passeports. Comme c'est des gens qui voyagent beaucoup, c'est des histoires de cachets, etc. Donc, en fait, le motif, c'est un motif fallacieux. Maintenant, qui ne sait pas que Al Haddad, par exemple, a la même mise sur les grands marchés publics. Ça, c'est de l'autorité publique. Bon. Mais bon, il ne faut pas que ça soit... Il ne faut pas que... Là, il a utilisé le terme Hamla. Moi, je vais utiliser la chasse aux sorcières. Il ne faut pas que la dérive, justement, dont je parlais tout à l'heure, la dérive, c'est que cette opération prend les allures d'une chasse aux sorcières. Et tant qu'il est guidé, ou téléguidé, comme vous voulez, par des... Je ne parlerai pas d'une partie du système, en tout cas des hommes du système ou d'une partie du système, et il est suspect aux yeux des populations. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas uniquement les partis politiques, ou la magistrat isolé, ou les journalistes isolés.
c'est la population. C'est-à-dire que ces mesures-là, elles sont suspectes, elles sont exactement comprises comme il faut les comprendre. Ça veut dire quoi? C'est des diversions. Ce n'est pas un mouvement comme ça, extraordinaire, que tout le monde entier nous envie, l'affaire Khalifa. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut... Ces questions-là, bien sûr, il faut qu'elles soient... Mais lorsque l'état-major parle de l'affaire Khalifa, il fait référence à des politiques, à des personnes qui sont actuellement en poste et qui ont encore un rôle... Oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je n'aime pas cette idée, non. Je n'aime pas cette idée, non. Il n'y a pas que ça. Tout le monde sait comment, plus ou moins, a fonctionné notre système depuis au moins 20 ans. Parce qu'il y a une aggravation depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, en fait, le danger, c'est de vouloir donc, donner en pâture un certain nombre de personnes, même s'ils sont, bien sûr, moi je pense que beaucoup de ceux qui sont dans cette histoire de ISTN, beaucoup sont certainement... Est-ce que ça aussi, justement... Mais le problème n'est pas là... Les ISTN, est-ce que vous pensez que c'est aussi une façon de dire, voilà, l'État est en train de veiller au grain pour... Non, l'État... Cette façon de donner des listes qui ne sont pas rendues publiques, mais de 500 personnes interdites de sortie de territoire, c'est quand même énorme. Madame, il faut... Alors, on peut parler disons, au lien entre le parquet et la chancellerie par au moins de la transparence. On commence par de la transparence. Oui, mais je crois que la justice n'a pas le droit de divulguer la liste des personnes qui sont interdites de sortie du territoire national. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Oui, bien sûr, c'est un secret d'enquête et on peut comprendre pourquoi. Pardon? C'est un secret donc de l'enquête et on peut comprendre pourquoi. Parce que ces gens-là, ils risquent de passer les frontières autrement. Donc voilà, donc pour des raisons de sécurité de l'enquête, les noms ne sont pas divulgués. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une forme de surenchère à vouloir dire que cette liste est en train de grossir de jour en jour, de ces profils de personnes qui sont des patrons d'entreprise, mais qui sont aussi des politiques, des profils divers selon vous? Est-ce que c'est une manière aussi de dire attention, l'État la justice va sévir? Votre point de vue, Zilbaka? À mon sens, il y a un petit peu, on se jette sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'éléments qu'on veut régler en même temps, la même manière, avec la même vitesse, avec la même priorité en quelque sorte. Il y a des urgences, à mon sens. Actuellement, l'Algérie traverse une période extrêmement difficile. C'est un moment vital, c'est un moment très important dans l'histoire récente de l'Algérie. Si vous voulez, le passage d'une forme de gouvernance à une nouvelle forme de gouvernance qu'on voudrait plus transparente, bien entendu, qu'on voudrait plus juste, plus équitable, avec des figures nouvelles, avec des personnages nouveaux et intègres, et avec de la morale, si vous voulez, de l'éthique dans le comportement de ces dirigeants, qu'ils soient au niveau économique ou bien qu'ils soient des responsables politiques, au niveau des grandes institutions, comme vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la Banque d'Algérie qui se retrouve au niveau du ministère des Finances, enfin pour faire quoi, etc. Officiellement, elle ne fait pas partie du... Non, actuellement, la Banque centrale n'a pas de gouverneur, mais... le poste est vacant. Le poste est vacant, mais bon, je pense qu'elle continue à fonctionner. Oui, il y a un vice-président de toute manière. Oui, voilà, il y a un vice-président qui est en train de gérer les choses. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ces grandes entreprises qui, qu'on le veuille ou pas, ont tiré tout un secteur? Je parle de la TRHP, je parle de QGC aussi, l'entreprise familiale des Koulinef qui, dit-on dans la presse et aussi dans le viseur, si demain elle devait tomber, ce serait aussi des milliers d'entreprises de sous-traitance, d'entreprises qui gravitent autour de ces sociétés qui vont se retrouver dans la difficulté. Est-ce que c'est un danger potentiel d'effondrement dans le secteur? Si vous voulez, effondrement, peut-être le mot est un petit peu
trop gros. Mais je dirais, ça aura des conséquences, bien entendu, sur le monde de l'économique, sur le monde des affaires, sur la marche de l'économie, bien entendu, sur l'emploi, sur le recrutement, sur le paiement d'un certain nombre de, si vous voulez, au niveau de la fiscalité, au niveau des impôts, etc. Mais la période ne sera pas trop longue parce que c'est momentané, c'est sur le court passage. Ça va se ressentir incontestablement. Déjà qu'on dit que la croissance de 2019 ne sera pas comme prévu, ce qui était prévu, elle sera un peu plus affaissée, un peu plus molle. Donc tout ça, ça va accentuer davantage un petit peu les difficultés que traverse le pays actuellement. C'est un moment extrêmement difficile, incontestablement. Ces entreprises et qui plonge les sociétés qui sont dans ce secteur-là dans l'incertitude. En effet, toute la sous-traitance, tout ce qui est dans le sillage de ces grosses entreprises privées, qui sont très connues et qui sont dirigées par ces personnages qu'on vient de citer, qui sont en fuite ou bien qui sont incarcérés ou bien qui seront peut-être poursuivis demain. On ne sait pas très bien leur sort. Alors, mais si on sort le dossier là, c'est un petit peu l'épouvantail, ça va faire réagir le monde. Monsieur Ouammar Saouadi. Non, mais juste une petite remarque. Bon. Il y a des mesures économiques et financières à prendre aujourd'hui. Si un pouvoir a la crédibilité des populations, il y a des mesures fortes qu'on doit prendre. Premièrement, nous savons que la planche à billets, il faut cesser la planche à billets. Il faut trouver des financements conventionnels. Ça existe, attention. On ne peut pas continuer à imprimer comme ça. Oui, mais il faudra, évidemment, il faut que ce soit dans une politique d'ensemble cohérente. Cesser cette planche à billets parce qu'on nous a minés. Ou Yahya et Sakilik nous ont totalement minés. Parce que il y aura toujours un retour d'inflation, je ne vous prendrai rien à vous, mais il faut cesser ça. Et il y a des financements conventionnels, à commencer par... Par l'endettement externe? Non, pas tout de suite. Non, justement pour éviter un plan d'ajustement structurel. Tout le problème, c'est que si on continue comme ça, on va aller tout droit vers un plan d'ajustement structurel avec le FMI. Et c'est pour ça qu'on disait que cette planche à billets sur le Khomar ne faisait que retarder en fait voilà, s'il n'y avait pas de réforme. Et les réformes, il n'y en a pas. Vous lisez l'interview de Hamiani, M. Hamiani, l'ancien du FCL, et l'ancien ministre de PMP, aujourd'hui. Ça fait peur. Mais il y a effectivement des mesures à prendre. Alors, premièrement, le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État. Et il y a des... vous voyez, et il y a aussi, donc, si un gouvernement a la confiance du peuple, vous pouvez aller vers l'épargne et l'endettement interne. Vous pouvez aussi aller vers des prêts un peu qui sont négociés par rapport, parce qu'il y a quand même des sympathies par rapport à cette révolution. Justement, si on fait tout ça, c'est pour ne pas aller demain au FMI, pour avoir effectivement... Vous voyez, pour que la crise, pour qu'on tente de juguler la crise. Mais je pense qu'il ne faut pas faire peur aux Algériens. C'est vrai qu'il y a un ralentissement de l'économie, c'est normal. Mais vous savez combien... La Banque mondiale prévoit maintenant 2%, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il prévoyait avant? Il prévoyait moins de 3% en réalité. Donc c'est vrai qu'il y aura un petit ralentissement, tout à fait. Mais c'est tout à fait gérable si on prend des mesures sérieuses dès maintenant. Et les mesures sérieuses de maintenant, le gouvernement de Bedoui ne peut pas les prendre. Il a Je crois qu'on a compris l'idée. On arrive pratiquement à la fin, au terme de cette émission. On retiendra que la légitimité, en tout cas, du prochain... du pouvoir en place, quel qu'il soit, est capital, tant les décisions économiques seront difficiles et douloureuses Tout à fait. À prendre. Le dernier mot est pour vous, Maître Mellah. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer, et quels sont les préalables précisément à avoir pour espérer un jugement de ces hommes d'affaires sans pour autant affaiblir complètement l'appareil de production, la sphère microéconomique? Pour revenir
devenir de ces entreprises et de son impact social sur des emplois particulièrement, je crois qu'essentiellement ces entreprises ne sont pas créatrices de richesse, c'est des entreprises factices, elles sont là, c'est des lessiveuses, il faut dire les choses, c'est des lessiveuses. Pas toutes. Enfin... Je parle des hommes d'affaires qui ont gravité autour du pouvoir pendant 20 ans et qui n'ont vécu que sur la base des plans de charge publics. C'est des concours du trésor public. Donc je parle uniquement de ça, je ne parle pas du reste. C'était des pour dire les choses de manière vulgaire. Elles n'ont pas, même ces hommes d'affaires, ils n'ont ni le profil, ni la vocation. Donc, mais, toujours est-il, ces entreprises, en tant que telles, doivent être sanctionnées par le marché. Il reviendra au marché de décider de leur avenir. Leurs gestionnaires, s'ils ont fait une gestion criminelle, il revient à une justice de les sanctionner selon les règles d'un procès équitable. Donc vous pensez que ça assainira l'environnement et l'environnement ne se portera que mieux. Eh ben, on termine sur ce mot positif, on va dire, dans la douleur, mais positif. Merci à vous. On arrive au terme de ce débat. Je rappelle que j'avais M. Zine Barka, président de l'association des finances publiques et professeur à l'université de Tlemcen. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous, pour participer à ce débat. Merci à vous, maître Abdelhak Mellah, avocat et ancien magistrat. Et merci à vous, M. Ouammar Saoudi, secrétaire national à l'économie et à l'environnement du parti RCD. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Cette émission, pour la revoir, comme d'habitude, la rediffusion est prévue demain sur notre chaîne entre 11h et midi. Sinon, le replay sur la page Facebook à partir de jeudi après-midi. Sur la page Facebook et la page YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle thématique.